Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des soldats composant l'armée de l'Empire russe. Composée aussi bien de Russes que d'autres soldats composant l'immense territoire sous domination du Tsar. Mais le plus surprenant est que pendant un certain temps, l'armée russe a même accueilli un corps entier d'aristocrates français qui a fui la révolution. Partons ensemble découvrir les étrangers au service du Tsar. En Russie comme ailleurs, la Révolution française ne laisse personne indifférent, à commencer par les tsars eux-mêmes, hantés par la crainte que leur peuple ne soit séduit par les idées françaises. Une peur prémonitoire, loin d'être uniforme et monochrone. Les réactions engendrées en Russie par l'avènement de la Révolution française et les principes qu'elle cherche à promouvoir dans toute l'Europe ont considérablement varié au fil des siècles et selon les milieux. Objet de détestation presque unanime pour ses contemporains immédiats, la Révolution française a par la suite suscité la vive admiration d'une partie des élites contestataires russes, avant de faire l'objet d'un véritable culte de la part des plus radicaux d'entre eux. C'est sous le règne de la Grande Catherine, 1762-1796, que la Révolution française prend place. Dès ses premiers mois, ses idées et ses pratiques suscitent l'indignation puis la colère de l'impératrice. Pourtant férue de lumière et grande admiratrice de Diderot et de Voltaire, avec elle a mené une correspondance suivie. Catherine II observe avec épouvante l'ampleur des bouleversements politiques et sociaux survenus en quelques mois à peine, et elle les condamne avec force. Les lettres qu'elle adresse alors à son agent littéraire à Paris, le baron Grimm, révèle de manière bien nette son hostilité viscérale à la Révolution et sa hantise de voir la Russie contaminée par les idées françaises. En février 1793, un mois après l'exécution de Louis XVI, elle écrit horrifiée à Grimm que même le nom de France devrait être exterminé. L'égalité est un monstre. Et un an plus tard, le 15 février 1794, elle s'en prendra à cette plaie irreligieuse, immorale, anarchique, abominable et diabolique, ennemie de Dieu et des trônes, associant ainsi révolution, désordre et meurtre. À la suite de la Révolution française de 1789, des milliers de Français qui ne reconnaissaient pas le nouveau pouvoir ont été contraints de quitter leur patrie. Cependant, tous n'étaient pas prêts à passer le reste de leur vie dans un pays étranger. Certains partisans de la monarchie en France avaient l'intention de restaurer la dynastie des Bourbons, les armes à la main. Leur détachement affluait dans les armées des puissances européennes, luttant contre les révolutionnaires français. La plus efficace de ces unités était le corps royaliste émigré du prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé. Pendant des années, les troupes de Condé ont combattu la France révolutionnaire aux côtés de l'Autriche. Cependant, après la défaite de cette dernière et son retrait de la guerre en 1797, les royalistes se sont retrouvés à la croisée des chemins, ne sachant pas avec qui ils pouvaient désormais s'unir ou s'ils pouvaient se protéger. L'empereur de Russie, Paul Ier, a tendu la main aux émigrés et en accord avec le roi de France en exil, Louis XVIII, adopté l'unité au service de la Russie. Louis XVIII lui-même a obtenu l'asile en Russie. Plus de 5000 soldats du prince de Condé sont arrivés dans leur nouveau lieu de résidence, en Ukraine occidentale, appartenant alors à l'Empire russe. Avant le déménagement, en 1797, les effectifs du corps étaient beaucoup plus nombreux, mais Paul Ier a refusé d'accepter les mercenaires allemands et suisses qui servaient dans leur rang. Une exception a été faite pour le régiment d'infanterie allemand du duc Hohenlohe. Le corps royaliste a reçu un nouvel uniforme ainsi que des bannières et des étendards combinant des symboles héraldiques russes et français. Au centre de chaque panneau se trouvait l'aigle bisséral et dans les coins il y avait la fleur de lys. À la fin de 1798, les soldats de Condé ont finalement pu combattre leur vieil ennemi dans le cadre de la deuxième coalition où la Russie avait entamé des opérations militaires contre la France révolutionnaire. L'épisode le plus marquant impliquant le corps est la bataille de Constance le 7 octobre 1799. Les royalistes ont été attaqués par les troupes du général Honoré Gazan, et malgré une résistance désespérée et le soutien des hussards russes, ils ont été forcés de se retirer au-delà du Rhin. Malgré cet échec, les soldats étaient déterminés à continuer à se battre, mais l'empereur russe avait d'autres plans. Mécontent de ses alliés autrichiens et britanniques, Paul Ier a brusquement changé de politique étrangère, s'est réconcilié avec Napoléon et a mis fin à sa participation à la guerre.
Les royalistes, déçus, avec d'autres troupes, étaient censés retourner en Russie, mais l'autocrate a de nouveau fait un geste. Le 7 mars 1800, le prince de Condé a été informé que désormais son corps serait pris en charge par la Grande-Bretagne et pourrait continuer à combattre en Europe et au-delà. En remerciement pour leur fidèle service, les Français se sont retrouvés avec du matériel, des armes, des uniformes, ainsi que des charrettes et des chevaux. En 1812, la majeure partie de l'Europe se trouve dans une certaine forme de dépendance vis-à-vis de la France napoléonienne. Les efforts de Bonaparte ont mis fin à l'histoire séculaire du Saint-Empire romain germanique, sur les ruines duquel est née la Confédération du Rhin, dépendante de Paris. Même la Prusse et l'Autriche, autrefois puissantes, ont été contraintes d'agir conformément à la politique de l'empereur des Français. Les Allemands, qui n'étaient pas d'accord avec l'hégémonie française, ont été contraints d'émigrer, y compris en Russie où ils ont formé le comité des affaires allemandes. Lorsqu'en juin 1812, la grande armée de Napoléon a envahi le pays, ce sont eux qui ont proposé à l'empereur Alexandre Ier d'établir une légion russo-allemande pour combattre l'agresseur. Le comité a imprimé plus de 10 000 tracts destinés aux officiers et soldats de la nation allemande, les appelant à passer du côté des Russes. En conséquence, plus de 600 Allemands ont déserté l'armée française et rejoint les rangs de la Légion russo-allemande, formée à Reval en Estonie, comprenant des prisonniers de guerre et des transfuges allemands, des colons allemands vivant sur le territoire de l'Empire français et des officiers russes issus des Allemands baltes. L'un des légionnaires était le célèbre théoricien et historien militaire Karl von Clausewitz. La légion russo-allemande, comptant environ 9000 hommes, a pris part à des hostilités dans le nord de l'Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Lors de la bataille de Gordes, le 16 octobre 1813, elle a apporté une contribution décisive à la victoire en frappant à l'arrière des troupes françaises. Après la victoire sur Napoléon, les légions est passées sous le contrôle de la Prusse pour être dissoutes en 1815. Ces soldats ont rejoint les rangs de l'armée prussienne ou sont allés servir dans les forces armées d'autres États allemands. Au cours de la guerre de Crimée 1853-1856, qui s'est terminée déplorablement pour la Russie, cette dernière doit affronter à elle seule une coalition composée de l'Empire ottoman, de la Grande-Bretagne, de la France et du Royaume de Sardaigne. Le seul pays à soutenir Nicolas Ier était la Grèce d'Othon Ier. Sans intervenir directement dans le conflit, la Grèce a commencé à inciter et à soutenir activement l'insurrection dans les provinces ottomanes voisines. En outre, des volontaires grecs sont apparus dans les rangs de l'armée russe. L'initiateur de la création d'une unité de volontaires grecs au sein des troupes russes était l'officier de l'armée grecque Aristide Chrysovergis. Au tout début de la guerre, il a adressé cette proposition au commandant des forces russes sur le territoire de la Valachie et de la Moldavie, le général Mikhaïl Gorbatchakov. Chrysovergis est devenu le premier commandant de la Légion grecque bientôt créée par l'empereur Nicolas Ier. À l'été 1854, avec un détachement de 25 personnes, il a repoussé dans le delta du Danube l'attaque d'une force de débarquement britannique de 700 soldats. En conséquence, les Britanniques ont perdu 72 hommes, dont l'éminent aristocrate, le capitaine Richard Hyde Parker IV. Ce qui a choqué la société londonienne. Au début de l'année 1855, la Légion, au nombre de 800 personnes, a été transférée en Crimée, où elle a pris part aux batailles les plus dures et sanglantes contre les Alliés. Une tentative infructueuse de reprendre Rapotoria, capturée, la défense de Sébastopol et la bataille de la rivière Tcherniak. La Légion grecque de Nicolas Ier a été dissoute après la fin du conflit en 1856. Plusieurs centaines de ces soldats ont reçu des médailles, et 31 ont même obtenu la plus haute distinction militaire de l'Empire russe, l'ordre de Saint-Georges. Les soldats slaves du Sud étaient le talon d'Achille de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale. Les Serbes, Croates et Slovènes, vivant sous le règne de François-Joseph de Habsbourg, rêvaient pour la plupart de créer leurs propres États indépendants, et ne souhaitaient pas ardemment se battre pour la double monarchie. Ils se rendaient facilement ou fuyaient du côté russe. La plupart des soldats slaves du Sud, principalement des Serbes en captivité en Russie, ayant exprimé le désir de se battre contre l'Autriche-Hongrie. Ils devaient même être transférés en Serbie. Cependant, l'entrée en guerre de la Bulgarie en octobre 1915 et la défaite consécutive de l'armée serbe ont modifié ces plans. Il a été décidé d'attacher les unités formant des prisonniers de guerre et des déserteurs sur le front de l'Ouest.
La première division des volontaires serbes créée à Odessa a subi son baptême du feu lors de batailles dans la région de Dubrovka, en Roumanie, en août-septembre 1916. Dans ces affrontements avec les troupes bulgares et ottomanes, les Serbes ont subi d'énormes pertes. Sur 19 000 soldats, environ 9 000 ont été tués. Après la défaite de la première division, tous ces volontaires blessés, qui avaient un esprit si charmant, non seulement ont exprimé le désir d'aller au front, mais ont ouvertement dit qu'ils se portaient volontaires, désirant combattre aux frontières de leur patrie, et de ne pas saupoudrer Dubrovka de leurs os, a rapporté le général Tchitchikanov, envoyé à la fin 1916 par le quartier général du front sud-ouest pour une inspection des unités serbes. Néanmoins, la résilience et le moral élevé des soldats slaves du Sud ont incité le commandement russe à ordonner la formation de la deuxième division serbe. Ensemble, ils ont créé le Corps des volontaires serbes, également connu sous le nom de Corps des volontaires serbes, croates et slovènes, ou Légion yougoslave. Pendant toute la guerre, plus de 70 000 soldats ont combattu dans ces rangs. La révolution russe de 1917, le chaos qui a suivi et l'effondrement rapide de l'armée russe ont mis fin à l'épopée éphémère du détachement en Russie. Ces soldats ont pour la plupart été transférés dans les Balkans, où dans les rangs de l'armée serbe, ils ont continué à se battre contre les puissances centrales. Cependant, certains sont restés sur le sol russe pour prendre part à la sanglante guerre civile qui a éclaté. Comme on l'a vu, l'histoire militaire de l'Empire russe est vaste et complexe, depuis sa création sous le règne de Pierre le Grand jusqu'à son effondrement lors de la Révolution de 1917. Elle est composée aussi bien de Russes que de soldats venant de l'étranger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.